refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com. Le débat high-tech numéro 1 en France, mais également en Belgique, grâce à notre partenaire Belgium iPhone qui nous diffuse chaque semaine. Cette semaine, on va s'intéresser à l'appareil photo de l'iPhone et de l'iPhone 5S. Tous les détails, c'est dans le sommaire. La fine équipe dont refait le Mac s'intéresse cette semaine à l'appareil photo de l'iPhone 5S. Que vaut le téléphone d'Apple par rapport à la concurrence? Peut-il tenir la comparaison avec un vrai appareil photo? Nous avons posé la question à un photographe, Yuri Lanquette. Ce portraitiste, entre autres Kurt Cobain, Bob Marley ou encore Zazie, dégaine désormais son iPhone et plus seulement son réflexe. Une expérience également menée par National Geographic. Le célèbre magazine a confié à l'un de ses reporters un iPhone 5S. Les photos publiées valent-elles celles d'un réflexe? Débat, on refait le Mac, épisode 144, l'iPhone 5S, l'appareil photo killer. On refait le Mac. Avec comme chroniqueur cette semaine dans la régie, la magnifique régie de Tech TV, Fanny Bouton de fannysparty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny, de retour de Tokyo. Ouais, c'était bien. Ça te réussit, hein, Tokyo, je tiens à le dire. C'est de voir des Gundam. Ouais, bah c'est magique. Est-ce que Fanny, tu peux gronder les gagnants du concours ORLM WD, car tous les gagnants n'ont pas envoyé un petit mail pour venir, pour pouvoir recevoir leur colis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à olivier@onrefaitlemac.com pour recevoir le cadeau offert par WD et des disques durs, donc profitez-en, hein, sinon on en fera bénéficier d'autres encore, on attendra encore une semaine, après ce sera trop tard. Pour savoir la liste des gagnants, il suffit de vous connecter sur les numéros précédents. Vous le savez, Fanny, c'est notre vigie des réseaux sociaux, c'est elle qui va récolter vos questions sur Twitter. N'hésitez pas donc à poser des questions ce soir sur l'appareil photo, sur la photographie, l'iPhonographie, en posant la question avec l'hashtag ORLM. Autre habitué dont on refait le Mac, Rodrigo Sepulveda-Schulz, de retour après plusieurs semaines d'absence. Bonjour Rodrigo. Bonsoir. Oui. Tu sais que plusieurs semaines, ça commence pas après 2, ça commence après 3. Oui. Donc ça fait juste après 2 semaines d'absence. Tu as quand même posé un beau lapin la dernière fois. Hein. J'étais occupé. Oui, j'en doute pas. Pas Eric Ingrand. Je voudrais juste surenchérir sur ton commentaire. Oui, il faut envoyer Fanny tous les mois à Tokyo. Elle est resplendissante. Ouais, allez-y, payez-moi les billets, je prends. On va se cotiser. Pas de Cédric Ingrand ce soir car il est de matinale d'Elsie, donc il faut qu'il se lève tôt, on pense à lui. Pas de Monsieur X parce qu'il est d'urgence chez son patron, donc on pense à lui également. Mais on a un beau casting ce soir à commencer ici dans le plateau de Tech TV avec Emmanuel Pampuri, un habitué dont on refait le Mac, que vous connaissez des machineurs, que vous connaissez également pour son site pampuri.net. Bonjour Emmanuel. Salut Olivier. Alors on sait que tu es connu comme étant un spécialiste de la vidéo, mais tu es avant tout un photographe. Et oui, j'ai commencé par l'image fixe avant de bifurquer vers l'image animée. Et pour porter un verdict sur l'iPhone 5S, savoir s'il va abandonner son appareil photo, son réflexe, son compact, un vrai photographe de profession, Yuri Lanquette. Bonjour Yuri, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier, très content d'être à On refait le Mac. Oui, et puis on t'a contacté par des amis communs, j'ai appris que tu regardais l'émission, ça nous fait très plaisir. Yuri, tu es très connu dans la profession, notamment parce que tu as à ton tableau de chasse des noms prestigieux plutôt dans la musique. Je pense à Bob Marley, à Nirvana, à Mano Negra ou encore Zazie, dont tu as tiré plusieurs fois le portrait. Tu as réalisé notamment de nombreuses pochettes de disques et des couvertures de magazines, rock and folk, best, pour pas les nommer. Tu es également un globetrotter qui aime bien se balader de ci, de là et dégainer chose nouvelle dans l'univers d'un photographe, son iPhone. Tu peux un petit peu nous expliquer, et puis tu as même fait récemment des expositions parmi lesquelles il y avait des œuvres tirées à partir de l'iPhone. Tu peux nous expliquer comment l'appareil photo a un petit peu migré vers la téléphonie, comment l'iPhone aujourd'hui prend une place de plus importante dans ton quotidien de photographe? Je crois que c'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire, c'est plutôt que le téléphone est un outil qu'on a sur soi tout le temps, ce qui n'est pas toujours le cas d'un appareil photo, et qu'effectivement il permet de faire des photos qu'on n'aurait peut-être pas fait si il avait fallu penser le matin à prendre son appareil photo avec soi ou le trimballer toute la journée. C'est vrai que le téléphone est quelque chose qu'on a beaucoup plus près de soi qu'un appareil. La première vertu d'un téléphone, c'est qu'on l'a toujours sur soi, donc forcément on le dégaine plus facilement. C'est également ton opinion, Rodrigo. C'est aujourd'hui ton premier vecteur de photo, le téléphone.
absolument. Moi, je ne sors pas de chez moi sans mes clés. Parfois, j'oublie mon portefeuille et parfois, j'oublie mon téléphone, mais c'est très rare. Donc, je l'ai toujours sur moi et dès qu'il y a quelque chose à prendre, je peux dégainer mon téléphone. Donc, c'est effectivement la première qualité. La deuxième, et Yuri nous en parlera, les appareils réflexes, les gros appareils photo font souvent peur aux gens que l'on photographie, et pour des instantanés ou pour des choses plus discrètes dans la rue, le faire avec un téléphone, comme le fait tout le monde, même s'il est de bonne qualité, ça permet de prendre des photos qu'on prendrait difficilement autrement. Et on regarde aux reporters de guerre dans le temps, dans les années 50, 40, les Cartier-Bresson, ils se prenaient avec un petit Leica, ça peut être faire des photos comme ça. Oui, ils les prenaient même depuis la hanche, ils prenaient des photos comme ça sans gêner. Et comme tout le monde a aujourd'hui un téléphone, on ne le remarque pas quand on prend une photo, ou à peine. Yuri, Emmanuel, votre avis, effectivement, l'iPhone est moins perturbateur et attire moins l'attention qu'un appareil classique? On va dire, la limite, elle se situe plutôt entre les appareils réflexes, qui sont des gros appareils qui sont très visibles et qui immédiatement vous cataloguent comme photographe professionnel, et tout ce qui a l'air de vous faire passer pour un touriste ou pour le gars qui est juste en train de faire sa petite photo comme ça au passage. Donc la limite, elle ne se situe pas tellement entre le téléphone et les appareils photo, mais plutôt entre tout ce qui peut être interprété par les gens qu'on photographie comme étant l'œuvre d'un amateur qui est là pour s'amuser ou qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, et ce qui est immédiatement perçu par les gens comme étant professionnel. Il y a un côté beaucoup plus anecdotique quand on sort, en effet, moi j'appelle ça du matériel de belle-mère. En vidéo, on a le même phénomène, et surtout avec l'arrivée des appareils photo qui filment. On a même assisté il n'y a pas très longtemps à Canal+, qui s'est amusé à faire un truc sur le déplacement de François Hollande aux États-Unis. Ils n'avaient pas le droit de rentrer de caméra pour filmer une interview assez importante. Et par contre, ils avaient le droit de rentrer un appareil photo. Donc, ils sont rentrés avec un appareil photo, ils ont filmé avec l'appareil photo. Je te rassure, c'est la même chose avec Apple. Tu veux faire une photo d'un produit d'Apple, tu es dans ton badge presse avec un appareil photo, on te dit non, mais n'importe qui avec son iPhone, il n'y a aucun problème. Donc, on voit la même chose. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises. Une fois en boîte, il y a quelques années, à Miami. Et j'avais mon appareil photo sur moi. Gold is best, Rodrigo, gold is best. Mais c'était un 40D à l'époque, un Canon 40D. Et le vigile, quand il m'a vu le sortir à l'étage, dans le petit club VIP où on était pour la petite fête, il m'a fait sortir et déposer à l'entrée mon appareil photo. Et tous les autres avaient un point and shoot, donc un petit appareil de poche. Certains faisaient des meilleures photos que mon 40D, je pense au Leica X2 ou le X1 à l'époque. Et voilà, dehors. Catégorisé professionnel, pas le droit. Et pareil pour un concert de Moby, laisser l'appareil photo effectivement à l'entrée, mais j'ai du coup shooté avec téléphone portable. Aujourd'hui, donc, ton usage principal du téléphone, ou du moins au début lorsque les premiers iPhones sont arrivés ou les premiers photophones sont arrivés, donc c'est le fait de l'avoir toujours sur toi et pouvoir saisir l'instant. Instant, on pense à instantané. On sait que les photographes utilisent beaucoup autrefois, du temps de l'argentique, des instantanés, des polaroïds comme sorte de brouillon. Est-ce que ça a été le premier usage que tu réservais à ton téléphone? Non, parce que déjà, je m'en suis jamais servi comme d'un brouillon, puisque déjà, par définition, les appareils numériques permettent de faire directement ce qu'on faisait autrefois en faisant un Polaroid puis en exposant un film. Donc c'est vraiment ce qui m'a amené à me servir de l'iPhone. C'est d'abord le fait qu'il soit tout le temps là, ce qui n'était pas toujours le cas de mes appareils photo, et le fait que les limitations même qu'impose l'appareil oblige à... c'est un exercice de style. Il y a un type d'image, chaque appareil permet de faire finalement des images qui seront différentes. On ne fait pas les mêmes images au Hasselblad, au Leica M6, avec un réflexe mono-objectif, avec un compact. Des images différemment en fonction de la pellicule, donc effectivement, et comme c'est très limité comme outil photographique, on va dire, ça oblige à se dire, bon ben voilà, on est dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il y a éventuellement d'intéressant à photographier? Être un peu plus créatif et de faire une faiblesse quelque part une force. Mais quelle est la perception dans ton milieu aujourd'hui de l'usage de ces appareils presque à des vertus professionnelles? On le voit de plus en plus, on sait que les réseaux sociaux ont beaucoup popularisé dans le grand public l'usage des téléphones et l'usage de la photographie. On prend beaucoup plus de photos qu'auparavant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la photographie en général, parce qu'il y a une démocratisation. Mais les professionnels, comment ils vivent ça, que demain n'importe qui soit capable de photographier comme ça dans l'instant et publier une image d'un événement important dans le monde? En général, ils vont à la quincaillerie.
ils achètent de la corde assez solide et ils s'accrochent à la première poutre et ils se pendent. Ouais. Non, sérieusement, si tu veux, c'est à la fois intéressant d'une manière générale parce que ça permet à tout un tas de gens qui auraient eu peur de l'appareil photo de faire des images. Et effectivement, grâce à cette multiplication dans le tas, il y a tout un tas d'images intéressantes qui sortent. En revanche, et assez curieusement, cette libération dans la création rend l'idée de pouvoir en faire un métier et donc de pouvoir développer une carrière, un style, avec le temps que ça peut prendre, de plus en plus difficile. Parce qu'effectivement, c'est valable pour la musique, c'est valable pour pas mal d'autres formes d'expression artistique, ça entraîne un effet de surproduction et de surdisponibilité qui rend difficile ensuite la possibilité d'envisager d'en faire une carrière. Donc il y aura de plus en plus de photographes, je pense, mais de plus en plus qui seront en train de faire un autre métier à côté et qui feront ça comme un moyen d'expression ou un hobby, ce qui n'a... D'autant plus, Yuri, Emmanuel ou Rodrigo, que la grande mode et ce qui a popularisé beaucoup l'usage de l'iPhone notamment, c'est l'arrivée de ces applications et de ces réseaux sociaux qui permettaient d'ajouter des filtres, donc d'améliorer, je dirais, le rendu naturel d'une photo, de l'améliorer de manière générale. C'est très populaire aujourd'hui, le format carré de l'Instagram qui est maintenant très populaire. D'un autre côté, ça a tendance plutôt à uniformiser et toutes les photos, vous ne pensez pas qu'elles se ressemblent un peu trop aujourd'hui? Oui, mais... En effet, tout le monde a utilisé les mêmes filtres et tout ça. Tout le monde s'est d'un seul coup senti être un photographe génial. Moi, ce qui m'intéresse dans le phénomène, c'est le côté outil numérique ultra pointu qui cherche à singer les images du passé. J'ai trouvé ça assez amusant et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, on n'assume pas cette technologie en tant que telle. Et on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a aussi toute une vague un peu protestataire par rapport à ça, avec le fameux hashtag NoFilter qui traîne sur Twitter. Mais le phénomène de l'arrivée de l'iPhone ou des autres smartphones en tant qu'appareil photo est intéressant aussi parce que il y a justement ces outils de connexion. Il y a aussi la possibilité avec son téléphone, son smartphone, de faire l'image, mais de la partager instantanément. C'est vrai que quand on a un réflexe, quand on a un boîtier, et ça les constructeurs d'appareils photo l'ont bien compris, puisqu'on a de plus en plus d'appareils photo qui sont connectés en Wi-Fi, qui intègrent des applications qui nous permettent de se connecter et de diffuser depuis l'appareil photo. Mais en tous les cas, c'est aussi ce truc-là qui est intéressant. Après, moi j'ai une espèce de doctrine, c'est que c'est pas la truelle qui fait le maçon et même la démocratisation de ces outils, je trouve ça très très intéressant, mais en effet c'est pas ce qui va donner le métier aux gens et je te rejoins tout à fait là-dessus, quoi. Yuri, l'uniformisation des clichés aujourd'hui de par l'abondance des filtres qui ont tendance à rendre esthétiquement parlant les photos très proches les unes des autres. On ne sait plus où est la réalité de... Voilà, il le disait, aujourd'hui, la mode sur les réseaux sociaux, c'est de préciser via l'hashtag NoFilter pour dire, regardez, j'ai vraiment saisi un instantané, un moment parfait, j'ai pas triché. Oui, mais enfin, si c'est pour publier au final une photo de la pizza que tu as bouffée ou une belle photo de ton chat, et malheureusement, 90% des photos sur Internet, est-ce qu'on publie comme ça, justement, directement sur les réseaux sociaux sans réfléchir, de toute façon, ne présente pas un grand intérêt avec ou sans filtre. Fanny, je crois qu'on a des questions Twitter. Non, j'ai pas des questions, j'ai un avis aussi. Olivier, excuse-moi, on va laisser parler un peu Fanny, je te prends après, Rodrigo. Vas-y, Fanny. J'ai aussi des choses à raconter. Excuse-moi, mais prends la parole. Non, mais j'ai quand même j'ai fait des études d'art. J'ai eu quand même un directeur de marque qui s'appelait André Rouillet à Libération. Et j'ai surtout fait un stage avec Robert Doisneau. Il disait une chose intéressante. Je lui avais posé la question. Je lui ai fait, mais comment est-ce qu'on sait quand on a fait une bonne photo? Et vous, combien vous estimez en faire sur 100, sur 1000, etc. Et il disait, au début de ma carrière, moi, Robert Doisneau, je pensais en faire 1 sur 100 qui était correcte. Maintenant, quand je refais le tri, et il était vraiment en fin de carrière, c'était 2 ans avant son décès, il disait, j'en ai 1 sur 1000 qui est bien, en fait. Et c'est là où on sait qu'un grand photographe qui fait des grandes photos, il faut avoir un peu d'humilité là-dessus. C'est un vrai travail, c'est
tout un tas de choses et que ça se fait... Voilà, l'appareil fait pas le photographe, c'est tout un art et c'est toute une... voilà, il y a aussi le fait de recadrer, par exemple. Robert Doisneau était quelqu'un qui ne recadrait jamais ses photos. Elles devaient être prises telles quelles. Et c'est ça un vrai photographe, c'est un vrai boulot aussi. Ouais, une petite réaction, Yuri, sachant qu'aujourd'hui on a un petit peu le déclencheur facile avec le numérique. Tout à fait d'accord. À l'époque, on faisait attention au tirage. Tout à fait d'accord avec ce que disait Doisneau et qui justement, moi, me semble... ce qui est un petit peu préjudiciable avec cette possibilité justement d'envoyer tout de suite ces photos sur les réseaux sociaux, etc., c'est qu'il n'y a absolument aucun recul vis-à-vis de ce qu'on propose aux gens. Et que, par exemple, même ce que je fais avec l'iPhone, j'attends justement quelques temps pour regarder ensuite ce qui me semblait être intéressant et mérite d'être montré, et ce qui était simplement pour moi, personnellement, on va dire, le moyen de retranscrire une émotion visuelle ou un souvenir ou quelque chose. Mais est-ce que cela est intéressant ? Pas forcément. Voilà. Je ne sais plus qui a dit que si tout le monde a le droit de s'exprimer, pas tout le monde a quelque chose à dire. Et là, c'est un petit peu valable. C'est valable aussi pour les podcasts, je te rassure. Pas de polémique. Rodrigo, tu voulais ajouter quelque chose pour clôturer sur la mouvance de l'iPhonographie et on va rentrer dans le détail de l'iPhone 5S et ses capacités. Oui, j'ai pris des notes sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est bien. Oui, parce que j'ai quand même plein de commentaires. Je ne pense pas qu'on puisse faire une segmentation par rapport au matériel. Ouais. Moi, l'impression que ça me donne, le débat jusqu'à présent, c'est qu'on fait une segmentation des photographes qui prennent avec un iPhone et des photographes qui ne prennent pas avec un iPhone, donc qui prennent avec un point and click ou qui prennent avec un Canon, etc. On a dit en intro, le meilleur appareil, c'est celui que l'on a sur soi. On a parlé de Robert Doisneau qui faisait un cadrage particulier, on a cité Cartier-Bresson qui faisait lui l'instant décisif, donc vous savez ces photos fameuses où il y a un petit garçon qui saute sur l'eau, rend la composition intéressante alors qu'elle serait complètement banale. Mais l'instantanéité est importante. Vous savez, cette femme afghane qui a été prise avec ses yeux magnifiques par Steve McCurry, c'était un instantané qu'il a pris. Oui, et qui l'a pris en instantané en regardant à travers une tente. Donc parfois, c'est pas l'instantanéité qui joue. Yuri disait tout à l'heure, parfois il shoot au Hasselblad, au moyen format, parfois il shoot en argentique, au Leica M6, etc. Moi, de ma petite expérience de photographe amateur, je trouve ce qui est important, c'est la composition qu'on fait dans sa tête. Quand on shoot au moyen format, ou au Leica, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai ralenti ma manière de faire la photo et quelque part j'ai construit la photo avant de la prendre, avant de la shooter. Et moi j'ai envie de passer au moyen format maintenant pour aller encore plus lentement dans la composition et non plus prendre, comme on faisait dans le temps, une bonne pose sur un film de 36 ou une sur 100 ou une sur 1000, mais que chacune soit réfléchie et travaillée. Et plus on passe sur les appareils de plus en plus petits, plus on prend des photos plus rapides et on passe en post-traitement. Alors c'est pas nouveau, tu parlais des filtres Instagram, c'est pas du tout nouveau. Dans le temps, un photographe, Yuri me contredira, ou pas, mais on prenait une teinte particulière suivant le film qu'on prenait. Tu vois, si on prenait un X400 chez Kodak, on savait qu'on aurait un certain grain en noir et blanc le soir. Si on allait passer en Fuji, on savait qu'on aurait plutôt une teinte verte. Donc il y avait uniformisation. Quand on prend un Leica, on reconnaît le blur, le bokeh derrière, le côté un peu flouté derrière, on les reconnaît assez rapidement. Donc cette façon d'uniformiser les photos, ça existait déjà depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qui fait la Attends, et après on a eu des logiciels qui le faisaient. Tu vois, tu pouvais acheter des extensions pour chez DxO.com ou chez Nik Software, tu pouvais acheter des logiciels qui simulaient les anciens films. Donc c'est pas le filtre qui le fait. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde y a accès aujourd'hui, Rodrigo. Via l'iPhone. Oui, c'est qu'avant, il fallait avoir un certain savoir-faire et qu'il fallait savoir choisir son papier, absolument, son révélateur, son fixateur. Tout était... C'était une vraie connaissance. Là, maintenant, tu as juste appuyé sur un bouton. Moi, je traite mes photos. J'ai une question sur Twitter, mais moi, je traite mes photos très, très régulièrement quand je les prends en direct en noir et blanc avec une petite appli qui s'appelle Noir, que j'ai déjà présenté en coup de cœur, qui me permet de gérer en direct la photo une fois que je l'ai prise, la brillance, le contraste et la saturation des noirs dessus. Et je la publie et je le fais en la regardant parce que j'ai envie de la partager tout de suite, mais j'ai post-traité. Alors qu'avec d'autres appareils, je compose avant. Puis, une petite parenthèse, Emmanuel parlait des appareils de plus en plus Wi-Fi. Il y a une start-up qui existe depuis 4 ou 5 ans qui s'appelle iFi, qui fait des cartes SD qui ont un émetteur Wi-Fi, donc qui permettent de transformer n'importe quel appareil qui n'est pas une coque à châssis en métal en appareil connecté. Alors messieurs, dames, pour se rendre compte de la popularité des téléphones aujourd'hui en matière d'appareils photo, il suffit de se rendre sur le site Flickr, le site de partage de photos, jeter un coup d'œil aux statistiques.
statistiques et qu'est-ce que l'on voit? Quel est l'appareil photo le plus utilisé aujourd'hui, le plus populaire sur Flickr? C'est, roulement de tambour, l'iPhone 5 qui est en tête, deuxième l'iPhone 4S, troisième l'iPhone 4. Le premier appareil photo se classe quatrième, c'est un réflexe. C'est le Canon EOS 5D Mark II et le dernier, c'est le Canon Rebel T3i. Emmanuel, ça t'étonne aujourd'hui que voilà, la majorité des photos publiées sur Flickr, et d'ailleurs Apple aime beaucoup le dire et le répéter, c'est l'iPhone qui les prend. Ça m'étonne pas plus que ça dans la mesure où en effet on a aussi apprécié l'iPhone pour ses qualités d'appareil photo et par le fait qu'on l'a toujours dans la poche. Donc forcément en termes de quantité, c'est forcément ce vecteur-là qui alimente le plus Flickr. C'est devenu un espèce de geste. Aujourd'hui, on partage beaucoup de choses par l'image à cause des réseaux sociaux, notamment. Avant, il y a une évolution des usages. C'est-à-dire qu'avant, la photo, c'était le diaporama chiant le samedi soir en famille, c'était ou le DVD. Le DVD qu'on avait fait, on avait fait transférer ces photos chez tel ou tel prestataire. C'était les albums de photos sur le canapé de la grand-mère. Enfin voilà, aujourd'hui la photo, elle a un côté instantané, elle a un côté je partage, j'explique ce que je suis en train de faire, je montre ce que je suis en train de faire, même si c'est pour photographier ma pizza. Et du coup, ça ne m'étonne pas que Flickr est quand même quelque part aussi un révélateur. En effet, que l'iPhone soit l'appareil le plus... Ce qui ne veut pas dire que... Alors, c'est le plus populaire, c'est pas forcément dire que le rendu soit le plus magnifique du marché aujourd'hui, mais il y a quand même des gens qui ont tenté l'expérience, et pas n'importe qui, puisque National Geographic, le prestigieux magazine et site internet aujourd'hui, a tenté une expérience et a confié un iPhone 5S récemment à l'un de ses photographes professionnels. Il a intimé comme mission de partir 4 jours en reportage en Écosse. Il a réalisé près de 4000 photos. Alors je propose de regarder les photos. Concrètement, qu'est-ce que vous en avez pensé du rendu de ces photos? Le photographe est plutôt enthousiaste. Il trouve que, je cite, l'appareil photo est très capable. Est-ce que vous pensez que ça peut être un rendu digne d'un pro, publiable dans un grand magazine aujourd'hui, ces photos publiées sur le site de National Geographic? Yuri. Je pense que effectivement les photos ont une qualité qui sont suffisantes pour permettre une publication. Il est évident quand même qu'en regardant les photos, il y a eu quand même un travail de post-production certain. C'est pas des photos brutes, non, toi? De toute façon, aujourd'hui, en numérique, à partir du moment où on fait une photo et où on est photographe, de toute façon, on repasse dans un logiciel, la tentation est trop grande. Aperture. C'est pas la tentation, c'est juste l'obligation. On faisait du développement. De toute façon, avant, il y avait une partie de la création de l'image qui se passait aussi en post-production. On était avec ses bacs, avec sa chambre, et puis... je sais pas, moi j'ai appris le tirage en noir et blanc et tu pouvais magnifier un truc qui à la base sur le négatif t'inspirait pas vraiment quoi. Et tu mettais des filtres, tu te souviens, devant ta caméra pour compenser l'éclairage public, tu vois, des gélatines. En fait, pour ces photos de National Geographic, ce sont de très belles photos effectivement qui ont une qualité suffisante pour qu'on envisage une publication. Cependant, je pense que les mêmes images faites avec un véritable appareil photo auraient eu un plus. Ne serait-ce que pour une raison, on aurait pu les shooter en RAW. Or là, vraisemblablement, on a du JPEG. Et que, bien évidemment, le RAW permet ensuite de travailler ces images et d'envisager des tirages dans un format d'une taille. Donc, encore une fois, si on est un amateur de photographie, qu'on aime faire des images, mais voilà, on aime bien le faire, mais ce n'est pas son activité principale, je pense que ce qu'on peut faire avec un iPhone aujourd'hui, avec le capteur qu'il y a aujourd'hui, permet de faire quelque chose qui, malgré tout, ressemble à une belle photo. Mais est-ce que ça peut remplacer un véritable appareil photo? Non, et à commencer déjà par le fait que le jour où des smartphones permettront de shooter en RAW, peut-être mais tant que les smartphones ne shooteront pas de RAW, je ne pense pas que n'importe quel photographe sérieux dira que ce n'est pas un problème.
Ouais. Tu en as pensé quoi, Rodrigo? Tu aurais pu imaginer que le National Geographic publie comme ça une photo d'une telle qualité issue d'un appareil photo il y a encore quelques années, Rodrigo? Quoi de chemin parcouru quand même. Non, mais moi ça me gêne pas. Moi je n'ai jamais regardé la photo, et comme tu connais chez moi, j'ai des étagères complètes de livres de photos par rapport au matériel. Je me souviens d'une expo au MoMA à San Francisco de Richard Avedon, où il avait fait des portraits, donc très près du visage, tu vois, de l'Amérique profonde. Et je suis sorti de là, j'ai dit ok, il faut que j'aille réapprendre la photo. Je ne sais rien faire parce que la photo transmet une émotion. Ça raconte une histoire ou transmet une émotion, et tu peux le faire avec n'importe quel type de matériel. Et tu vois, des gens qui aujourd'hui achètent des vieux Olga, donc la marque là, qui le popularise en ce moment, c'est l'homographie. Donc tu vois, c'est des chambres noires en plastique dans lesquelles on met un film. Ben, ça montre une émotion pareille. Donc c'est pas grave que ce soit fait avec un iPhone. C'est pas ça qui est le plus important. Je suis d'accord, c'est pas grave que ça soit fait avec un iPhone. Et je pense qu'une belle image est une belle image, et je préfère une image prise avec même un iPhone de vieille génération, mais avec quelqu'un qui sait faire passer une émotion, qu'une photo prise par un gros appareil professionnel qui ne dégagera rien. Mais en revanche, la même image prise par la même personne au même moment et au même instant, je pense que pour l'instant, si on le fait avec un véritable appareil photo, on aura une latitude de créativité beaucoup plus importante, ne serait-ce que parce qu'en post-production et à partir d'un fichier RAW, on a une latitude de travail beaucoup plus importante. Mais c'est bien évident que je préfère une belle photo par un bon photographe pris avec un cul de bouteille, ça pourra le faire mieux. Ouais. Voilà. Olivier ? Oui. Je voudrais expliquer un petit peu ce que raconte Yuri sur le RAW, si je peux. Oui, brièvement, parce qu'on est en retard, Rodrigo, vas-y. Très rapide. Oui, le RAW, c'est une option que l'on active sur son appareil photo. On prend soit en RAW, soit en JPEG, soit dans les deux formats. Il y a deux grandes différences entre le RAW et le JPEG x3. Un, c'est la taille. Le RAW, il y a beaucoup d'informations, donc ça fait des gros fichiers. Compression. Deuxième chose, le RAW, il n'y a pas de compression, alors que sur le JPEG, il y a une compression, donc on perd de détails si on veut agrandir la photo, mais la plupart des photos sont faites pour le web aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Mais si on veut faire un beau livre, ou un agrandissement, une exposition, tu vois, on perd en compression et on voit la pixelisation avec le JPEG, qu'on ne verrait pas avec le RAW. Mais surtout, le RAW, et là c'est un petit peu technique, a un espace de couleur beaucoup plus large que ce que l'on voit avec l'œil. Pour simplifier, l'appareil photo, je ne sais pas si vous voyez mes mains, en RAW prend ça en couleur et l'œil ne voit que ça. D'accord. Donc il y a une conversion qui est faite. En fait, c'est pris en noir et blanc avec un algorithme particulier, bayésien d'ailleurs. Il faut transformer le RAW que l'œil ne voit pas bien en une JPEG, un espace de couleur comme ça. Donc il faut réduire en fait l'information pour faire un JPEG. Ça permet de faire quoi? C'est quand vous avez des photos qui sont surexposées, par exemple vous avez des grosses taches de blanc, on peut aller chercher plus d'informations sur la droite pour compenser sur l'image. Ou quand c'est trop sombre, on peut aller chercher plus d'informations sur la gauche et les ramener au centre. Ça veut dire que le RAW a, dans le fichier original, beaucoup plus d'informations qui permettent de retraiter une image qui, s'il avait été prise en JPEG, n'a pas cette information-là. Donc ça permet le post-traitement beaucoup plus simplement. Une personne qui a profité de l'iPhone 5S quasiment depuis sa sortie, qui a pu l'essayer sur le terrain, c'est Fanny, elle n'est pas loin de moi. Tu reviens de Tokyo, tu as beaucoup shooté avec. Est-ce que tu as abandonné ton réflexe pour pouvoir faire tes reportages là-bas? Clairement, moi j'ai un 600D au quotidien pour travailler, pour faire surtout de la vidéo en général, mais j'emmène souvent aussi pour faire les photos. Là, je t'avouerai que pour un souci de poids, et parce que l'iPhone 5S est vraiment un très bon appareil photo compact, clairement. Y a plein d'endroits où j'ai pas emmené mon réflexe par flemme de porter l'appareil et d'avoir des belles photos. J'ai juste emmené un petit accessoire qui sera mon coup de cœur aussi, qui est le HoloClip, qui permet de faire entre autres des macros. On a fait des macros sur des araignées assez énormes, mais on était à moins d'1 centimètre et la photo, une des photos est vraiment magnifique. Je pense que j'aurais même pas réussi à la faire avec le réflexe. Donc voilà, c'est clairement dans la poche pour le quotidien et pour faire des photos de paysages, de portraits, etc. En plus avec l'option rafale, donc pour choper des moments de vitesse, si on veut vraiment attraper, je sais pas, une personne qui passe en vélo,
Le mode rafale qui n'avait pas été mis en avant par Apple. On l'a découvert un peu par hasard en laissant le bouton appuyé sur l'écran et on s'est rendu compte qu'il y avait un mode rafale qui manquait tellement à l'iPhone jusqu'à maintenant, qui était présent sur les autres téléphones du marché. Et ça permet vraiment de choisir sa photo dans tout le shooting. Voilà, moi j'en suis vraiment très contente et j'avoue que du coup je prends moins souvent mon réflexe sur certaines sorties. Brièvement, Emmanuel, on avait effectivement, Fanny le disait, énormément d'accessoires sortir pour améliorer le rendu photographique de sa photo. On sait qu'un téléphone, par définition, la focale elle est fixe, donc c'est pas forcément évident de faire tout ce qu'on aimerait faire avec un appareil photo ou avec un téléphone. Quel regard tu portes sur ces accessoires, Emmanuel ? Il y a un peu à boire et à manger, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un... Carrément mettre un téléobjectif aujourd'hui, on peut mettre un grand angle, on peut mettre... bref. On a tout un tas de systèmes qui se clipsent, qui permettent de rajouter des visions à 360 degrés également. Il y a même des gens qui font des trucs totalement aberrants, c'est-à-dire qu'on peut monter des optiques Nikon ou Canon qui sont prévues pour des capteurs full frame devant l'appareil photo de l'iPhone, ce qui est un peu aberrant parce qu'on a forcément des histoires de conversion de focale et qui sont complètement débiles, excusez-moi le terme. Mais il y a surtout un marché qui est assez phénoménal, puisqu'en ce moment il y a énormément de constructeurs qui sont justement dans la recherche absolue de l'accessoire qui va transformer en effet ce téléphone en véritable appareil photo. Voilà. Et il y a des choses, on en parlera peut-être plus tard, qui existent. On en a parlé chez Sony notamment. Tu peux en parler maintenant. Qui sont les fameux petits QX là, c'est carrément un appareil photo qui va se clipser sur. Un objectif. C'est pas qu'un objectif, c'est un objectif et un capteur. On n'utilise que l'écran en fait et la partie stockage et toute l'interface de l'iPhone logicielle et sur l'iPhone. Ça marche aussi sur Android avec des Samsung, des Xperia et ainsi de suite. Et donc voilà, il y a deux modèles, le QX10 et le QX100 qui communiquent en Wi-Fi avec le téléphone et qui une espèce de greffon qui colle carrément un appareil photo sur le téléphone. Mais là, Yuri, à quoi bon s'armer d'une myriade d'accessoires si on perd la praticité de l'iPhone, à savoir le fait de dégainer et de shooter, quoi. Parce que là, il faut autant prendre un appareil photo. J'allais dire, où on a effectivement que son iPhone, et c'est une solution envisageable aujourd'hui comme appareil photo, et là, effectivement, je conseillerais aux gens de s'acheter 2 ou 3 accessoires qui leur permettront, quand viendra l'occasion de pouvoir faire la photo qu'ils ont envie de faire. J'allais dire, si en revanche des gens comme moi ou en général des photographes professionnels qui ont déjà dans leur sac, moi j'ai mes réflexes mono-objectifs, voilà, et puis j'ai un petit compact efficace qui tient dans la poche, c'est sûr que mon iPhone, je n'en ai besoin que pour quand justement je n'ai pas pensé à prendre ces 2 appareils-là. C'est vrai que s'il faut prendre un petit sac dans lequel il va y avoir l'objectif, dans ce cas-là, autant prendre un petit compact avec ça dans sa poche. En revanche, pour quelqu'un qui n'a pas ce matériel-là, c'est-à-dire qui se dit après tout, j'ai envie de faire de la photo, mais j'ai pas envie d'avoir autre chose que mon téléphone, c'est une bonne idée parce que ça leur permettra de multiplier un tout petit peu les opportunités de faire des images qui leur plaisent. Alors, parlons un peu de spécifications techniques, c'est un peu difficile à dire. Apple a lourdement insisté lors de la présentation de l'iPhone 5S sur justement les avancées de l'iPhone de dernière génération. Alors, si on regarde les résolutions, les caractéristiques de cet appareil, la résolution n'augmente pas et reste de 8 millions de pixels par rapport à l'iPhone 5. Apple semble ne pas vouloir suivre la tendance des grands constructeurs de téléphones aujourd'hui dans une course à la puissance. Est-ce que c'est la vraie voie? On sait qu'aujourd'hui, et Fanny l'a eu entre les mains, il y a des téléphones qui montent jusqu'à 41 millions de pixels. Fanny, c'est le Nokia Lumia 1020. Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu du parti pris d'Apple. C'est la course aux pixels sur un compact. Au bout d'un moment, je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai que le Lumia fait bien son boulot, le rendu est bien, mais pour du tirage 10-15 ou du web, j'en vois pas l'intérêt, tu vois. Donc, et puis ça pèse lourd. Après, il faut plus de mémoire, il faut plus d'espace sur les disques et quoi sur. Alors, par contre, ce que j'ai vraiment trouvé génial, souviens-toi, Cédric nous en avait parlé dans cette émission, c'est que le Lumia, il a la possibilité de le connecter à une coque qui passe simplement qu'une coque de protection. C'est aussi une batterie et accessoirement, c'est une sorte de système qui te permet de transformer ton téléphone en un vrai compact avec le grip pour mettre
faut bien tenir l'appareil avec le déclencheur et c'est assez bluffant quand même comme usage. Non, mais tout à fait. Ça le transforme carrément en compact et voilà. Mais après, c'est vrai que moi, est-ce que c'est utile d'avoir ce genre d'appareil ? 41 millions de pixels, je préfère carrément passer à un vrai réflexe, honnêtement, pour faire de la photo. C'est une tendance qu'on peut observer de toute façon aussi sur les fabricants d'appareils photo en général. Canon, sur son 5D Mark III, n'a pas rajouté des millions et des millions de pixels par rapport au boîtier qui est sorti 3 ans auparavant. On a bien compris que c'est une règle physique basique, c'est-à-dire que plus on met de pixels, plus ils sont petits. Plus ils sont petits, moins ils sont sensibles et plus on a une augmentation du bruit, en tous les cas dans l'image, surtout en basse lumière. Donc la tendance, elle est comme ça aussi sur le marché de la photo, sur le marché même sur des réflexes de très haut niveau. Sur les compacts aussi, on a même vu certains constructeurs comme Panasonic faire machine arrière, et sortir des compacts avec des 20 millions de pixels et puis l'année d'après, hop, on repassait à 12 parce que finalement on s'était rendu compte que c'était pas terrible d'aller aussi loin et que les gens n'en voulaient pas. Moi je trouve que c'est sage en effet, ils ont augmenté la taille du capteur. Ouais, c'est ça, 15% de mieux par rapport à la précédente version. Ils ont augmenté donc la sensibilité, ils ont augmenté aussi l'ouverture de l'objectif. Tout ça pour avoir un appareil qui va faire des meilleures images en basse lumière, et on sait que c'est un petit peu la grosse problématique de ces petits capteurs. Ouais. Yuri, tu en as pensé quoi de cette course à la puissance que se livrent aujourd'hui les producteurs, les fabricants de téléphones, et puis au-delà du choix d'Apple de rester sur une résolution qui est la même, mais en ouvrant avec des capteurs un peu plus grands? Là où je suis étonné, c'est qu'une firme comme Apple, qui a quand même beaucoup de photographes et de gens, on va dire, qui réfléchissent un peu dans leur clientèle, ait pu mettre autant de temps à nous expliquer qu'effectivement, rajouter des millions de pixels sans augmenter la taille du capteur, c'est une aberration photographique. Certes, si on est à 100 ASA avec beaucoup de lumière, si on augmente les millions de pixels, on va augmenter la qualité de l'image. Mais en dehors de ces conditions quasiment... enfin du moins très rares, dans toutes les autres conditions, effectivement, avoir trop de millions de pixels sur un capteur qui lui n'augmente pas, ça fait des photos aussi plus petits, et comme le disait Emmanuel, ça détériore la qualité de l'image. Mais comme c'était un argument de marketing facile à comprendre, ça a été beaucoup utilisé. C'est un petit peu comme si dans les voitures, on vous expliquait que le moteur fait 3000 cm3, puis 3500, puis 4000, en oubliant de vous dire que pendant ce temps-là, le poids de la voiture augmente aussi. Oui, elle n'ira pas plus vite. Donc ça ne sert à rien. Fanny, toi qui as eu l'iPhone 5 et maintenant que tu as l'iPhone 5S, est-ce que, avec du recul, tu as perçu une vraie différence entre les deux produits? Est-ce que, en clair, le discours marketing d'Apple, à savoir l'augmentation du capteur, s'est traduit dans les faits lorsque tu as pris tes photos? Alors, ça se voit, c'est minime, il faut quand même avoir un œil averti, mais on voit clairement qu'il y a une plus belle lumière sur certaines photos quand il y a beaucoup de lumière, et aussi en basse lumière, ça attrape mieux, on a des noirs plus denses et des lumières qui sont un peu plus nettes, il y a moins de grains, donc voilà. Après, c'est pas transcendantal non plus, mais on voit la différence, on voit qu'il y a une meilleure ouverture. La différence, pour me mettre un petit peu amusé avec, mais j'ai pas la même maîtrise que vous en matière de photo, c'est ça, je ne sais pas si on va l'entendre, il faut peut-être enlever le vibreur, voilà. C'est le mode rafale. Et là, Olivier, oui, juste avant que tu passes au mode rafale, je voudrais juste te poser la question. Ouais. Tu regardes tes photos où et comment? Je regarde mes photos où et comment sur mon ordi et sur mon iPhone, voilà, point barre. Quelle est la résolution de ton écran d'ordinateur? C'est un MacBook Air 13 pouces. Oui, c'est quoi la résolution de ton écran? De mémoire, j'en sais rien, ça doit être 2380 par je sais pas combien. Ouais, c'est pas un Retina. Voilà. Moi, c'est 1920. C'est pas un Retina. Moi, c'est 1920 x 1200, là où je regarde. Ouais. Moi, j'affiche souvent mes photos sur ma télé. C'est une télé Full HD, donc c'est 1920 x 1080. Les fichiers produits par tous ces appareils qui prennent plus de mégapixels ont une résolution supérieure aux écrans que vous utilisez pour les regarder. Donc il y a une compression de fait de toutes ces photos que vous prenez, parce que vous pensez que ça vous fait une meilleure photo, et on les compacte, donc on les compresse quelque part, donc on perd de l'information pour les voir. Ça ne sert à rien, sauf si vous avez un écran 4K, prendre une photo aujourd'hui avec plus que 10 mégapixels, ça ne sert absolument à rien. Je t'invite à utiliser le HTC en photo, tu verras que avec ces 4 millions de pixels soi-disant révolutionnaires, il fait des jolis caca quand même. Hein. Ok. J'ai dit 10, j'ai dit 10. Ouais. Oui, bon.
Moi, mon Leica, il fait du 19 mégas par photo. Moi, j'ai un M9. Effectivement, il y a des blades qui font du 40 mégas. Mais c'est fait en conditions de studio avec plein de lumière. Vous avez absolument raison, Emmanuel a absolument raison avec Yuri de parler du bruit, la taille du capteur, etc. Ça change énormément la qualité. Mais encore une fois, le pixel ne change rien. Encore une fois, Rodrigo, s'il y avait un progrès notable à faire, si quelqu'un avait un iPhone 4 ou un iPhone 5, je lui dis voilà, est-ce que je dois acheter l'iPhone 5? Moi, où j'ai senti un progrès, c'est sur le logiciel et sa capacité à faire ça. Voilà, le mode rafale. Ça et en vidéo avec le slow motion. On va en parler. Et le rafale, notamment avec une fonction qu'Apple n'a absolument pas parlé. On l'a découverte un peu par hasard en prenant des photos, comme quoi des fois Apple se bride alors qu'il a des arguments de vente à donner. Le logiciel de l'iPhone 5S vous sélectionne la meilleure photo de la série et c'est vrai que lorsqu'on a tendance à... L'avantage d'un téléphone c'est de prendre une photo dans l'action et la vertu de l'iPhone 5S c'est qu'on ne loupe pas l'action, on peut déclencher comme ceci et le logiciel vous sélectionne la photo qui est la moins floue et moi j'ai trouvé qu'il y avait un net progrès par rapport à l'iPhone 4S bien sûr et l'iPhone 5, beaucoup moins de photos floues grâce au stabilisateur d'image de l'iPhone 5S, mais je suis loin d'être un spécialiste. Tu parlais du slow motion, c'est vrai Fanny, Emmanuel, Apple a beaucoup insisté sur cette fonctionnalité plus vidéo, de ralenti, on passe à 120 images par seconde. Regardez ces images qu'on a trouvées sur le site Belgium iPhone, réalisées par les employés de Mutual Mobile, un spécialiste de la revente de solutions mobiles. Ils sont mis à se filmer en ralenti à 120 images par seconde et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est étonnant. Didn't go for that. It's a natural fact that I wanna come back. Show me where it's at, baby. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. Won't you help me, girl, soon as you can? Alors le slow motion, Emmanuel, c'est une tendance forte aujourd'hui en matière de vidéo. Ça se répand beaucoup dans les appareils, dans les caméras que tu testes pour ton site et pour ton blog. C'est clair que c'est un élément marketing qui est devenu hyper important et ça fait partie des premières questions qu'on me pose quand on me demande via mon blog qu'est-ce que tu penses de telle caméra, est-ce qu'il faut que j'achète telle ou telle caméra et combien d'images par seconde ça fait et ainsi de suite. La publicité on use beaucoup, le cinéma, les blockbusters hollywoodiens aussi. On a des caméras comme on a même une marque qui s'est spécialisée là-dedans avec la fameuse Phantom qui fait plus de 1000 images par seconde. Alors pour les non-connaisseurs, c'est le fameux effet loop qu'on a découvert pour la première fois dans le grand public, sur le sport, sur Canal notamment, sur le qui permet de décomposer ces images. Voilà, ça veut dire qu'on a bientôt terminé. La fameuse Phantom, qui est une caméra qui est devenue la reine du slow motion, en effet, qui fait plus de 1000 images secondes. Mais c'est des caméras qui coûtent une fortune aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un simple appareil photo. Je ne doute pas que les autres appareils du marché vont le faire aussi, mais voilà, aujourd'hui... donc la tendance, c'est uniquement, en effet de copier ces caméras. Pro, il y a aussi pro. La Red Epic qui monte jusqu'à 300 images secondes en résolution 2K. Enfin, il y a tout un tas de caméras qui deviennent un peu spécifiques sur ce genre de procédé. Et forcément, on a tendance à vouloir apporter ces technologies aussi dans des appareils un petit peu plus grand public. Donc moi, je trouve ça plutôt amusant. Plus on a des outils pas chers et plus on peut s'éclater avec. Moi, plus je suis content, quoi. Et surtout que le calcul est en instantané, on peut changer le slow motion sur la vidéo et ça se fait en direct. Et c'est là où on voit la puissance du nouveau processeur de l'iPhone 5S. Ouais. C'est vraiment impressionnant. On peut le faire aussi après, d'ailleurs. On peut recaler le ralenti si on a besoin ou pas l'utiliser du tout, puisque de toute façon, la prise de vue en mode normal, ça ne change rien. L'iPhone, son côté extraordinaire, et n'importe quel smartphone du marché, quelque part, c'est la capacité à rajouter des logiciels pour traiter, modifier, etc., des choses qu'on n'a jamais eues. On n'a jamais eu d'extension des réflexes. Donc tous les logiciels que l'on peut rajouter dessus pour les modifier, c'est vraiment ça qui est super. Après la connectique, on peut le faire avec des choses externes. Et si on revient aux bases de la photo, moi ce qui me gênait à l'iPhone de base, c'est pas tout ce que l'on a dit. L'iPhone fait des aberrations optiques. C'est-à-dire que ça déforme, quand vous prenez des lignes droites, les lignes droites, elles sont déformées en forme de tonneau.
Ça, c'est extrêmement emmerdant. Il y a des sociétés qui font des logiciels, j'ai cité DxO par exemple, qui corrigent ça pour tous les grands boîtiers du marché, les Canon Nixon, chez lesquels il n'y a presque pas d'aberration optique. Après, il y a des aberrations chromatiques, c'est que les couleurs sont décalées. Tout ça peut être traité en logiciel, et demain, dans un iPhone 6, 7 ou 8, on pourra mettre ça pour corriger ce qu'il y a sur la caméra. La deuxième chose, quelqu'un a dit un jour, donc je vais faire comme Yuri, je ne sais pas qui l'a dit, que la lumière est à la photo ce que le vent est à la voile. Et le métier du photographe, c'est de capter l'exposition. Et l'exposition est calculée sur 3 critères, qui sont l'ouverture, la vitesse, n'est-ce pas, et la sensibilité. Aujourd'hui, sur l'iPhone, on ne peut pas changer la sensibilité, on ne peut pas dire je veux être en mode comme dans le temps, 100 ASA ou 400 ASA ou 800 ASA, et on va s'arrêter là, parce qu'après on ne le fait plus, même si on monte à 116 ou je sais pas quoi. On ne peut pas changer l'ouverture. Rodrigo. Ouais, mais si je veux faire une profondeur de champ pour un portrait ou une profondeur de champ pour autre chose, je ne peux pas le changer. Et la vitesse d'exposition, je ne peux pas. Est-ce que tu as déjà fait Jojo avec une application qui s'appelle 645 Pro? Ah bah non, bah voilà. J'avais besoin de toi pour me le dire. Je t'invite à télécharger 645 Pro. Il y a toujours une application pour ça, Rodrigo. Qui est devenue une référence en la matière. Et qui a la particularité d'augmenter le poids des fichiers. Justement, tu parlais du RAW tout à l'heure. On n'est pas en RAW, mais on a un traitement de l'image qui est nettement plus qualitatif que ce que fait l'appareil photo, l'application photo d'Apple. Et on a la possibilité de gérer tout un tas de paramètres manuels, dont la sensibilité et la balance des blancs et tout un tas de choses qui sont très intéressantes. Mais tu as réussi à coller Rodrigo, je suis pas peu fier ce soir. Je suis pas venu pour rien. Yuri. Et moi non plus. Yuri, Rodrigo, citer quelques défauts concrets d'un téléphone, l'iPhone en général, hein, la téléphonographie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ces téléphones et à l'iPhone 5S peut-être en particulier pour finir de te convaincre et peut-être à l'adopter de manière un peu plus professionnelle et pas simplement comme étant ton téléphone, un peu comme ton téléphone que tu dégaines plus facilement. Alors, une focale fixe, on l'a dit, peut-être un souci de profondeur de champ, ça c'est ses propres réflexes quand même, on ne peut pas le faire aujourd'hui sur un iPhone. Je pense que, ça rejoint un peu ce que disait Rodrigo, c'est-à-dire que le parfait appareil photo, il est relativement lourd, un petit peu lourd pour pas que la main tremble trop. Il a un viseur optique et non pas une visée à bout de bras parce que ça c'est juste anti-photographique et ça c'est valable même pour des appareils photo qui sont vendus et qu'on photographie comme ça. C'est pas la bonne manière. À l'œil, on voit beaucoup mieux, on a beaucoup plus une idée de ce qu'on est en train de photographier. Donc en théorie, par son ergonomie même, le téléphone n'est pas un bon appareil photo. Pour toi, le form factor de l'iPhone, malgré son système si on parle d'un bon appareil photo, a priori, c'est quelque chose avec lequel on vise, qui a suffisamment de poids pour que quand on déclenche, on n'ait pas de risque de bouger, et qui fasse du RAW. Donc, si effectivement... Aujourd'hui, on n'y est pas, en termes de form factor. Voilà, et je pense qu'a priori, moi, ce qui me convaincra, ce sera plutôt le jour où, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure du Leica M9 ou du Sony RX100, le jour où ces appareils photo-là permettront derrière de téléphoner, et là j'aurai effectivement... moi ce qu'il me faut c'est l'appareil photo qui téléphone plus que le téléphone qui fait des photos. Alors il faut que tu ailles voir, Samsung a sorti oui, j'ai d'ailleurs essayé. Un petit boîtier, mais malheureusement il n'y a pas de RAW, il n'y a pas un tas de choses qui sont... Mais c'est le début, le Galaxy Zoom. Le Galaxy S4 Zoom qui n'est plus ni moins qu'un Galaxy... S4 équipé d'un vrai capteur photo et d'une optique. Cela dit, aujourd'hui il y a par exemple une marque qui fabrique un petit compact avec un gros capteur qui est un assez bon appareil que je peux mettre dans ma poche. Oui, c'est le Sony RX100 qui tient dans la poche, qui vaut 600 € certes, qui tient dans la poche et le RX100, pas le RX1 qui lui vaut 3000 € et qui est full format. Mais on va dire ça, effectivement, à partir du moment où on a les moyens de payer aujourd'hui 5 ou 600 € pour s'acheter quelque chose qui ressemble à un vrai appareil, effectivement, le téléphone, tant mieux s'il est plus performant, mais ça restera un outil secondaire. Si en revanche, on n'a pas les moyens ou pas l'envie d'avoir un véritable appareil photo, effectivement, au plus le téléphone permettra de faire des choses, mieux ce sera pour les gens. Donc voilà.
L'avenir, Emmanuel, tu le vois, et puis Yuri, si tu pourrais rebondir là-dessus, tu le vois comment? On voit qu'aujourd'hui, quelque part, l'usage des appareils photo se marginalise, si on regarde les statistiques, notamment par l'usage des réseaux sociaux, parce que les téléphones sont connectés. Alors l'avenir, c'est quoi? C'est de plus en plus de téléphones qui vont monter en puissance, à l'image du Galaxy Zoom, ou au contraire, des téléphones qui vont devenir, des appareils photo qui vont devenir de plus en plus communicants. Je suis pas vraiment visionnaire et il faut se mouiller, on met les coquilles sur la table, on est comme ça ici. Et je voulais juste revenir d'abord, avant de répondre à ta question, je vais juste revenir sur ce que disait Yuri tout à l'heure, à l'instant. J'avais la même position moi au niveau de l'ergonomie. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui ont appris à cadrer besoin d'un viseur, avec pas d'un écran. Bah, je suis pareil. Et qui ont appris aussi, notamment en vidéo, avec une caméra sur l'épaule. Moi, quand le 5D Mark II est arrivé et tout ça, j'ai trouvé l'image extraordinaire, mais à bout de bras, et l'ergonomie à chier. Et pour moi, ça, c'est pareil. C'est-à-dire que les capacités sont extraordinaires, mais l'ergonomie reste totalement à bannir, quoi. Ça, c'est l'iPhone. Hein. Mais j'ai vu des gamins s'acheter un 5D et faire des films incroyables, alors que moi je suis incapable de le faire en ayant le point qui soit bien fait, avec le truc à bout de bras comme ça. Et je me suis dit, au final, c'est peut-être moi qui suis un vieux con et qui n'ai pas envie de me remettre en question et de réapprendre les choses différemment. Ouais. Donc voilà, c'est clair que moi j'ai besoin d'un viseur, j'ai besoin quand j'ai envie de faire de la photo, je prends mon réflexe. Maintenant au quotidien, je suis bien content d'avoir ça dans la poche parce qu'il y a des moments où j'ai envie de faire de la photo au quotidien et où j'ai pas mon réflexe. Voilà. Pour revenir à ta question sur l'avenir, pour moi l'avenir il est là en fait. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'objet? Je trouvais ça débile. Une pomme dessus. Quand tu vois dans les concerts, quand tu vois devant les monuments, des gens faire des photos avec leur iPad. Les Japonais. Non, parce qu'ils sont un peu myope comme moi, c'est pour ça qu'ils ont un gros viseur. Mais au final, là, il y a un truc au niveau ergonomique. Une prise en main, tu veux dire. Une prise en main, une capacité avec un grand écran qui te permet d'avoir une vision de ton cadre qui est assez incroyable. Moi, je pense qu'il y a intérêt à bosser sur les capacités photo de ça. C'est vrai qu'il y a du travail pour ce modèle-là, en tout cas. Voilà. Si je peux me permettre. Oui, là, il y a du boulot. Mais enfin, voilà. Pour moi, je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus. Peut-être que je vais en choquer quelques-uns, mais voilà. L'appareil photo, la tablette. Yuri? Ah bah déjà, là, tu en choques un, c'est moi. Puisque précisément, je trouve que ce qu'il y a de plus enquiquinant dans l'iPad, pour moi, encore l'iPhone... mettons, mais l'iPad comme appareil photo, c'est quand même... parce que tu as un iPad peut-être grand format. Mais, en attendant, un gros pad, me semble pas... Attends 15 jours, tu verras, ce sera plus facile. Ne me semble pas ce qu'il y a de plus facile. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Rodrigo et puis Fanny, en guise de conclusion, à l'avenir, toi, tu nous l'as dit, hein, tu sors de moins en moins ton appareil photo, tu sors de plus en plus ton téléphone. Par souci de facilité, parce que les photos me conviennent pour mes photos touristiques, etc. Après, je reviens à un bon réflexe si je veux faire des bons portraits, des vraies photos. Et je voudrais d'ailleurs rajouter que pour moi, c'est pas forcément le boîtier le plus important, ce sont les objectifs. Il y a toute une grosse partie du travail, c'est l'optique, parce que c'est le choix de la lumière, la profondeur de champ, etc. Ouais. Et voilà, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais au-delà, j'ai pas un 5D Mark III parce que c'est trop lourd pour moi et que c'est trop cher, parce que vu comment je manipule mes appareils, j'en casse trop. Oui. Donc je pourrais pas réinvestir régulièrement. Prêtez des appareils photo, c'est les constructeurs. Mais un 600D est un prix correct et je mets le prix plutôt dans mes objectifs. Merci Fanny. Rodrigo, le mot de la fin, allez, tu l'as bien mérité. Quoique. Écoute, comme tu le sais, ceux qui me suivent sur Twitter, merci aux, combien on a dit, 13 745 personnes. Non, j'étais à Marrakech pour la première fois en avril cette année. Ouais. Et j'y suis allé uniquement avec mon iPhone. Je me suis senti tout nu en montant dans l'avion. Je me suis senti tout nu sur place. Ouais, c'est possible. Écoute, au bout d'un moment, tu t'habitues. Tu fréquentes les clubs de nudistes, Cédric Rodrigo? J'étais à Cuba il y a 3 semaines et j'y suis allé. Tu aimes les films de gladiateurs. Tu aimes les films de gladiateurs. Très serein, faire des photos. Alors que l'an dernier, je les avais fait au Leica en noir et blanc. J'ai fait super photos. Donc c'est question d'habitude. Le form factor, donc ce carré, quelque part, ce carré que l'on a dans tous les point and shoot depuis, je sais pas, 8 ans ou 9 ans, c'est vrai, n'est pas ergonomique. Moi, ce qui me manque vraiment, c'est la possibilité de composer ma photo dans ma tête avant de la prendre.
Et c'est bizarre parce que je me suis un petit peu entraîné, mais moi je fais mon exposition dans ma tête. Et tu sais, les appareils, quand tu regardes dedans, ils te disent t'es surex ou t'es sous-ex. Moi je regarde le ciel, je regarde ce que je prends, ce que j'ai comme lumière, et je suis très souvent tout juste ou à tu as un tiers de stop de la bonne exposition. Et ça, je sais pas le faire avec l'iPhone. Et c'est ça le plaisir de prendre la photo, c'est de se dire composer, la bonne lumière, etc. Voilà, et tu fais une chouette photo. Moi, c'est un plaisir, tu vas faire une photo. C'est pas. Merci Rodrigo. En tout cas, on a essayé d'être le plus complet concernant la photographie et les smartphones. Essayer de te résumer à peu près les tendances du moment. Ce produit, on a essayé de résumer en somme qu'est-ce qui valait vraiment. Il y a des progrès véritablement d'une génération à l'autre. Moi, j'ai beaucoup apprécié, je vous l'ai dit, le ralenti, le slow motion. Maintenant, le plus simple, c'est de vous faire une idée. Et si tu veux me tirer le portrait, c'est le moment, mon cher Emmanuel. Je crois que c'est le moment. En rafale, mais non, il a un 5. Je crois que c'est le moment, par contre, de la rafale des coups de cœur de Rodrigo. Les coups de cœur, tout de suite. Allez, on commence tout de suite par Fanny pour les coups de cœur. Alors, mon coup de cœur, moi, du coup, je l'ai pris dans la thématique. C'est pas récent, mais justement, c'est ce petit objectif qui est le HoloClip qui permet de faire du grand angle, du fisheye et de la macro avec son iPhone, et donc avec son iPhone 5S, et ça marche très très bien. C'est pour l'appareil, en tout cas, qu'on a là. C'est vraiment un super accessoire, donc je vous le recommande, et ça prend pas de place. Il n'est pas très encombrant. Ouais. Voilà. La qualité optique de cet engin, je suis... Ouais, il est un peu dubitatif, notre ami Emmanuel, mais bon. Non, je vais te montrer mes photos que j'ai fait avec. Non, mais je l'ai. Il est dans un tiroir. J'ai un cadeau à offrir à quelqu'un. Voilà, oui. Est-ce que je peux squatter le micro de Fanny? Vas-y. Bonjour à tous. Il y a Jonathan Ive qui a designé un Leica qui sera mis en vente. C'était mon coup de cœur, Emmanuel. Excuse-moi. C'est incroyable. Mais vas-y, continue. Attends, t'asseoir. Pardon, je me disais c'est dans la thématique. Non, vas-y. Donc, Jonathan Ive a designé un Leica qui sera mis en vente. Le Leica M. Voilà, de la fondation RED. Mais il n'est pas tout seul, il est avec Mark Newson, qui est un autre, qui est un ami et autre designer. Ouais. Voilà, puis si tu veux vous faire coucou, puis embrasser Fanny. Tous les moyens sont bons, mon cher. Donc il sera en vente le 23 novembre à Sotheby's, ou passer par New York, Rodrigo, on ne sait jamais. Entre 500 si tu prends ton jet privé. Voilà, et les fonds iront à la recherche contre le sida. Oui. Et ici en plateau, Emmanuel, ton coup de cœur cette semaine? Alors moi, mon coup de cœur, c'est du stockage de chez G-Tech. Car en vidéo, on n'arrête pas de stocker, en 4K, en Full HD, et j'en passe, c'est les meilleurs. Incroyable. Donc ça s'appelle le G-Dock EV. Oh, et ça donne envie. Allez, vends-nous ça un peu mieux. Je sais que tu étais enthousiaste avant le début de l'émission, et puis là, je te sens sur la réserve. Vas-y. Non, mais moi, je trouve cet appareil assez génial. Donc c'est un dock qui permet de mettre 2 disques durs qui sont utilisables en standalone, c'est-à-dire qu'on peut les brancher directement sur un Mac. Voilà, c'est les disques de poche qu'on glisse à l'intérieur d'une station d'accueil, mais les disques de poche sont USB 3 et la station d'accueil est Thunderbolt. Voilà. Ça a l'air de t'exciter aussi. Ouais, c'est formidable. Et l'idée, c'est de toute beauté. Mais au-delà, l'idée, c'est que du coup, la vitesse, c'est la vitesse du Thunderbolt pour les disques. Ouais. Et donc, si tu pars en reportage Uri, si tu pars en reportage Emmanuel, tu glisses ton disque dur à l'intérieur et tu les récupères après. Le principe, c'est d'utiliser sur son laptop, sur le tournage, au niveau du shooting, d'avoir la possibilité d'utiliser ces petits disques auto-alimentés sur le terrain et de pouvoir derrière les connecter dans un dock qui envoie du bois, comme on dit, au niveau des performances. Et qui c'est qui fait ça, tu as dit? C'est G-Tech. G-Technologie, très bien. Une marque à suivre. Alors, Rodrigo, tu es pressé de partir, dis-nous vite tes coups de cœur. Mais là, je suis en extase totale devant 645 Pro MK2 de Michael Ardaker qui coûte 3,49 €. Ça permet de contrôler absolument tout ce que je vous ai dit que je ne savais pas contrôler sur mon iPhone. Non. Ça a l'air top, je suis en train de le downloader. C'est un énorme coup de cœur. L'application dont on parlait Emmanuel tout à l'heure, c'est ça? Absolument. Celui qui t'a collé tout à l'heure, tu peux dire, c'est ça? Ah non, il m'a pas collé. Là, il me rend service. Je vais l'inviter à déjeuner. On va ouvrir une bonne bouteille. C'est bien. Deuxième coup de cœur depuis des années et des années. Ouais. C'est un type qui vit de ça. Il a un business model tout simple de l'affiliation. Donc, tu peux cliquer sur son site partout pour acheter des trucs. Et il s'appelle kenrockwell.com. C'est un passionné de photo, il teste absolument tout, il fait des comptes rendus de tout. Alors c'est un petit peu un Stakhanovich de la photo, il a des partis pris très très rigides, mais c'est extrêmement précis comme
comparatif comme étude de chacun des appareils. Il y a une histoire sur tous les appareils de la Terre. C'est super. Moi, je le lis régulièrement rien que pour me détendre. Je vais voir ce qu'ils racontent sur les derniers appareils. C'est beaucoup mieux que n'importe quel magazine photo du marché, y compris les voisins d'en dessous. Le monde de la photo, c'est très bien. On les apprécie beaucoup. Le monde de la photo. C'est super. Ce qu'il fait, c'est vraiment super. Et non, c'est vraiment super. Et un site qui a été racheté par Amazon, dpreview.com. C'est pareil, c'est des tests, en général entre 5 et 10 pages de n'importe quel boîtier, sur les boîtiers photo. Donc quand vous voulez acheter un nouveau truc, allez regarder. Et puis les poignettes, quand même, Rodrigo, quand même, de temps en temps. Mais attends, je finis de parler. Fais-nous le service après-vente. Non mais, très sérieusement, Ken Rockwell pour l'usage, si ça correspond à ce que vous voulez en faire de cet appareil photo, et DP Review pour une analyse très technique de votre appareil. Moi, je lis ça tout le temps. Si je peux me permettre une petite d'appuyer ce que tu viens de dire sur DP Review, le truc qui est super, on va faire un petit coup de cocorico. On les a cités déjà 2 fois. C'est DxO maintenant qui fait de la technologie spécifique pour justement faire des bandes d'essai qui fournit le matériel et les logiciels pour tester les appareils. Parce qu'avant, on pouvait pour le prestigieux Digital Preview dont vient de parler Rodrigo. Tu as encore un petit coup de cœur derrière les fagots ou c'est terminé, Rodrigo? Et c'est une boîte formidable, j'ai déjà cité en coup de cœur 20 000 fois DxO, c'est super ce qu'ils font. Dernier coup de cœur, Rodrigo? Il ne m'écoute plus, c'est pas oui, dernier coup de cœur, Rodrigo? Monsieur te demande si tu as un dernier coup de cœur. J'en ai un, parce que vous savez, j'ai des ampoules Wi-Fi chez moi qui sont extrêmement pratiques pour faire une discothèque, passer tout en bleu, tout en rouge ou n'importe quel sens. Avant, ce n'était gérable que par votre smartphone. J'en avais que 3, maintenant j'en ai 6, c'est chiant, donc maintenant je les gère avec mon Mac. Et sur mon Mac, j'ai trouvé une petite appli qui est payante, mais que ça marche pour OS X, ça s'appelle HuMenu.com. D'accord, il faut que tu allumes ton Mac pour allumer la lumière, c'est très pratique. Merci Rodrigo. Non, mais moi, j'ai un Mac de bureau qui est tout le temps allumé, tout le temps. Il fait du bruit, c'est une horreur. Merci. Merci Rodrigo. Yuri, ton coup de cœur pour ce soir, ou ton coup de gueule. Ouais, à bientôt Rodrigo, merci. Ton coup de cœur ou ton coup de gueule, si tu en as un ce soir. Le coup de gueule, je pense que ça nous mènerait assez loin. Donc, allez, on se plaît. Non, il y en a tellement, disons plutôt les coups de cœur. C'est dommage parce que là, Rodrigo vient de me piquer. Il t'a piqué ton coup de cœur? Moi, c'est Edouard Marquis. Non, c'est effectivement parmi les sites de photos, un des plus intéressants, c'est DP Review, parce que je trouve effectivement ils sont très précis, ça explique bien les nouveautés. Ils sont pas non plus bornés, puisque ça les gêne pas justement de parler d'iPhonographie ou voilà. Sinon, je suis pas très aussi technoïde que vous, voilà, donc parmi les objets qui m'ont beaucoup plu, on va dire sur la dernière année, il y a les enceintes Libratone, qui je trouve sont constructeurs danois. Qui sont très pratiques et qui ont vraiment un super son. Moi, qui est toujours, un peu les moyens aussi. Qui est toujours pas trop aimé la stéréo, le fait que ce soit la source, surtout pour écouter des musiques. Des enceintes sans fil AirPlay, c'est ça, en Wi-Fi. Oui, mais surtout le son est vraiment très agréable. Voilà, le rendu. Et sinon, donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'aime bien, même s'il n'est pas parfait, parce que pour l'instant, aucun appareil compact. Montre-le bien à la caméra, qu'on le voit bien. Mais la caméra est en face de toi. Allons-y. Voilà, vas-y, shoot la caméra. Le petit Sony Ericsson qui est, on va dire, aujourd'hui le meilleur rapport taille, qualité d'image que l'on puisse imaginer, et qui effectivement me permet là aujourd'hui d'avoir dans la poche un appareil avec lequel on contrôle tout ce dont on parlait tout à l'heure et qui permet de faire de la photographie dans un encombrement très réduit. Et depuis que je l'ai acheté, j'allais dire, j'en suis... Tu m'as presque délaissé ton iPhone. Content. Le prix de... Non, j'ai les deux. En fait, ça, je l'ai presque tout le temps. L'iPhone, je l'ai tout le temps avec moi. Le prix du Ericsson? Il doit être dans les... Maintenant, il y a un Ericsson 2 ou S, je ne sais quoi, qui est sorti, qui doit valoir dans les 650 € TTC. D'accord. Merci. Yuri, de mon côté, mon coup de cœur, c'est un disque dur. Ça fait longtemps qu'on recherche à la rédaction d'écrire des disques durs Wi-Fi qui permettent de sauvegarder, un peu comme fait depuis maintenant pas mal de temps, la time capsule d'Apple. Le souci de la time capsule d'Apple, c'est que il est parfois difficile de pouvoir se la payer, tout simplement. Ce disque dur, il s'appelle le MyCloud. Il se branche sur... c'est WD qui le fait, il se branche sur votre boîtier ADSL en Ethernet, il est accessible donc en Wi-Fi par le Mac, il est compatible Time Machine, donc on peut faire ses sauvegardes, mais il va plus loin dans la mesure où il permet également de se connecter sur ce disque dur de l'extérieur de la maison. On peut s'y connecter depuis une application iPhone, depuis une application iPad, de n'importe où dans le monde, y compris sur votre Mac, et l'idée c'est de pouvoir faire son cloud personnel. C'est une nouvelle version qui a été présentée la semaine dernière. L'idée c'est, aujourd'hui, vous craignez peut-être pour vos données sur le cloud, vous
vous n'avez pas forcément envie d'investir dans du cloud, dans du Dropbox, etc., vous achetez ce disque dur et c'est votre disque dur cloud personnel, votre cloud est à la maison. Et l'originalité également, c'est qu'on peut dupliquer les disques durs, parce que vous allez me dire, l'avantage du cloud, c'est que s'il y a un incendie à la maison, et effectivement, mes données restent en sécurité. On peut multiplier les disques durs et puis multiplier éventuellement et diminuer ainsi les risques de perte de données. Et ça coûte pas très cher, 149 €. On est loin du prix de la TAM capsule. Ça s'appelle le WD My Cloud et c'est déjà disponible. Merci mesdames, messieurs d'avoir participé à ce 144e numéro d'On refait le Mac. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dans On refait le Mac et très prochainement au mois de novembre pour la Fanny's Party. Fanny, c'est bien ça? La 50e, celle de Noël. Celle où on vient. Tout le monde vient avec un cadeau, tout le monde repart avec un cadeau. Et cette fois-ci, je serai rendez-vous promis. Rodrigo qui est toujours là, donc on lui dit au revoir. Rodrigo, merci d'avoir attendu. On se retrouve la semaine prochaine. Tu es à l'heure la semaine prochaine. Absolument. Et puis pour ceux qui veulent, j'ai déjà mis sur Twitter, donc twitter.com/Rodrigo, tous les liens des coups de cœur. Oui, il veut des followers, c'est ça. Il veut des followers. Prête-en, prête-en, @Fanny's Party. Oui, donne-nous un peu des followers, soit un partage un peu. Vous retrouvez Emmanuel sur son blog pampuri.net et puis l'actualité des machineurs en ce moment, qu'est-ce que c'est Emmanuel? C'est plein de choses. C'est en séquence promo. Ouais, séquence promo, qu'est-ce qu'on vient de finir? On vient de travailler sur un magnifique documentaire d'Éric Guerrado et Karen Marciano sur les enfants acteurs qui va être diffusé, je crois, le 23 octobre sur Canal+. On travaille actuellement sur un long métrage qui s'appelle La Duchesse de Varsovie, qui est produit par La Vie est Belle, qui va sortir en 2014. Et le 26 novembre sortira Macadam Baby, qui est un long métrage sur lequel on a travaillé de la caméra, donc tourné en RAID en 5K jusqu'au DCP, le fameux fichier numérique qui diffuse dans les cinémas. Voilà, un film de Patrick Bossard qui est un film, une espèce de comédie romantique teenager qui va sortir ça va me plaire, ça, moi je suis avant Noël, avec Arthur Junio, Arthur Dupont, François Civil. Et j'ai oublié le nom de la comédienne qui va me taper. Écoute, voilà. tu seras donc tu vas être obligé de revenir pour nous expliquer tout ça au moment de la sortie du film. Merci Macadam Emmanuel. Baby. Merci Emmanuel. Et Yuri, on te retrouve, si on veut te suivre sur ton site, Yuri... L'enquête.com, sur ton Facebook, si tu nous acceptes comme ami. L'actualité, qu'est-ce que c'est en matière d'exposition? J'ai 2 expos, une en novembre sur, entre guillemets, mes années punk, à l'époque où j'étais pas vraiment photographe, où j'étais plutôt journaliste et où je faisais les images de manière accessoire, on va dire. On aurait bien aimé que tu nous en parles ce soir, parce que c'est pas le sujet de l'émission, mais c'est vrai que vu les rencontres que tu as pu faire tout au long de ta carrière, et on te la souhaite encore longue, tu dois avoir plein d'histoires étonnantes à raconter. Et puis une autre expo en avril autour de la dernière session photo de Kurt Cobain et de son groupe Nirvana qu'il a fait chez moi en février 1994. Donc on fait une expo en avril avec toute la session photo qui sera présentée avec les planches contact, etc. Et puis sinon, ça sera mon quotidien d'éventuels reportages, soit pour la musique, soit pour des sujets plus magazines, on va dire. Et à partir donc après la première expo, celle de novembre, je retourne en Afrique où j'habite maintenant la plupart du temps, plus précisément à Dakar. Tu en as de la chance. Merci Yuri, n'hésite pas à nous appeler, à participer à l'émission depuis la plage là-bas et le soleil de Dakar. Tu reviens quand tu veux et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.